Alors, bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un jeune maturiste, William Mata, avec qui je vais m'entretenir pendant quelques 50 minutes. Avant le bouquin que je conseille aujourd'hui, de Juan Branco, Abattre l'ennemi. On est en pleine élection française. Alors là, c'est une sorte de traité pragmatique de la Révolution, les actes pour changer les choses en France, par un avocat qui a écrit Crépuscule et qui, on peut le dire, n'est pas l'ami du président de la République et encore moins celui de son Premier ministre, Monsieur Attal. Cela dit, quels sont tes 3 livres préférés, ceux que tu pourrais conseiller à ceux qui ne les ont pas encore lus? Alors, les 3 livres que j'ai choisis, quand tu m'as demandé au début de quel livre m'avait inspiré, on va dire. Exact. Alors, les 3 auxquels j'ai pensé tout d'abord, alors c'est le premier livre que j'ai vraiment aimé, j'étais encore assez jeune quand je l'ai lu, le premier, qui s'appelle Nos étoiles contraires. C'est une sorte d'histoire d'amour entre un garçon cancéreux, unijambiste. L'auteur? Aucune idée, vraiment, je sais plus. C'est vraiment un livre que j'ai lu il y a assez longtemps. C'était un best-seller, il est assez connu. C'est l'histoire du coup de 2 adolescents dont les 2 sont cancéreux. L'un est unijambiste cancéreux qui était censé, là je spoil un peu. Non, allez, on y va. On y va. Qui était censé avoir guéri du cancer. Et c'est une histoire d'amour. Et je vois ça un peu comme un signe de faut toujours continuer dans la vie. Il faut jamais se dire que la vie, il faut jamais se rabattre sur notre sort dans la vie. Il faut toujours se battre, même si l'espoir, même si les chances sont minimes, vraiment très faibles. Il faut toujours y aller. Il faut toujours croire en ce qu'on veut faire. Peut-être que ça marchera pas, mais on aura essayé. Et le deuxième? Le deuxième, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry, du coup. Je trouve ça un livre vraiment magnifique parce que on dirait que le livre est interprétable d'une infinité de manières. C'est-à-dire que je l'ai tout d'abord lu quand j'étais tout petit, et ma maman me le lisait. Et l'interprétation qui peut être enfantine, quand je l'ai relu assez récemment, j'ai redécouvert le livre, j'ai redécouvert une manière de voir le livre. Et mis à part ça, c'est vraiment, je trouve, une belle vision de la vie. Assez simpliste, enfantine, mais on se rend compte que finalement, c'est un peu ce qui est vrai. Peut-être qu'il ne faut pas voir les choses trop compliquées. J'aime. Voilà. Et le troisième Du coup, le troisième livre, c'est Socrate, Jésus, Bouddha de Frédéric Lenoir. Il met en parallèle... Philosophie et développement personnel. Juste philosophie en l'occurrence, plus que développement personnel. Il met en parallèle la vie de ces 3 figures très importantes, je pense. Pour moi, peut-être les 3 figures, non, il y a quand même, oui. Mais 3 des figures les plus impactantes du monde. Et on remarque qu'ils ont beaucoup de parallèles en commun par rapport à la mort, par rapport à l'amour, par rapport à la sagesse, la vérité. Je trouve que c'est très bien fait, très bien mis en parallèle, et ça exprime pas mal comment je vois. Rappelle-moi le titre. Socrate, Jésus, Bouddha. Ok, tu vois les éditions, quelles éditions? Non, du tout. On trouvera facilement, je pense. Oui, je pense, il est aussi assez cette émission fait que je choisis, aujourd'hui, j'ai ouvert le livre au hasard. C'est donc le dictionnaire du diable, il n'y a pas de hasard d'ailleurs, le dictionnaire du diable de Ambroise Bierce. Et puis je suis tombé donc au hasard, une seule page, à la page numéro 96, et j'ai trouvé une définition qui, je trouve, va très bien pour un maturiste. Tu vas nous dire ta petite réaction, elle est tout à fait courte, c'est sur érudition. Alors voilà la définition que donne l'auteur. Poussière tombant d'un livre dans un crâne vide. Ah, je sais pas. Non, je pense pas. Non? Non. En tout cas, si je mets... Non. Parce que si je mets... j'ai grandi au Liban. Je suis arrivé en Suisse il y a 2 ans et demi. On va en parler tout à l'heure, je pense. Ouais. Et si je mets en comparaison, au Liban, j'étudiais dans une école du système français AEFE. Si je mets juste en comparaison le système français avec notre système suisse, le collège, vraiment c'est différent. Je trouve que, en tout cas ici en Valais, le collège des Creusets, il permet à chaque étudiant de s'épanouir. Il propose plein de projets. Par exemple, juste mon travail de maturité, on va en parler aussi. Il propose plein de projets et vraiment il construit un sens critique. Je pense pas que c'est juste on te jette des informations que tu ne retiendras pas. Et ici alors Narcisse Prat, l'anarchiste
valaisan très connu, décédé récemment. Il a écrit ce dictionnaire insolent. Puis alors là naturellement, alors j'ai choisi, enfin ça me paraissait assez évident, puisque tu viens d'obtenir ta maturité au lycée-collège des Crozets, c'est sur le mot maturité. Et quelle est la définition que donne Narcisse Prat dans ce dictionnaire? Un stade du développement où le fruit est déclaré apte à être croqué par l'homme et l'homme par l'État sous forme de contribuable et de soldat. C'est un peu drôle. Tu es de nationalité libanaise. Oui. Tu n'auras pas à faire tes tâches soldatesques. Non, mais je pense que j'aurais bien aimé. Ouais. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est aussi avec l'éducation que j'ai eue dans mon enfance, qui est très valeur de base, honneur, tout ça. J'ai toujours perçu en soi le service militaire comme une bonne chose qui apprenait la discipline, qui en soi peuvent être des qualités, je pense. Ouais. Et alors, oui, la question qui me vient, la première qui me vient à l'esprit, c'est tu es de nationalité libanaise. Ouais. Comment, dans quelles circonstances es-tu arrivé en Suisse? Et puis, je l'ai posé à un autre réfugié qui est venu ici. Quel a été ton premier regard sur la Suisse et le Valais? Oh, ok, oui. Du coup, comment on est arrivé là? Ouais. En vrai, c'est assez simple. On vivait bien au Liban, on peut dire que j'étais dans la classe moyenne aisée, chrétien maronite. Beyrouth? Non, plus au Byblos. Et il y a eu la crise économique. Et le problème de la crise économique, c'est qu'elle a impacté le système du coup, de l'éducation. Et vu que mes parents tenaient à ce que j'ai une très bonne éducation, ils ont préféré chercher ailleurs. Ma mère est psychomotricienne. Elle avait un poste assez haut dans l'université de Saint-Joseph qui est en lien avec l'Europe. Parce qu'à quel âge tu es venu en Suisse? Il y a 2 ans et demi. D'accord, ok. Ouais, je suis arrivé à 16 ans. D'accord. Ouais, ça c'est tard. Et elle avait des contacts et une de ces personnes a proposé de nous aider et de prendre moi et mon frère sous sa responsabilité. C'était elle notre tutrice légale en Suisse, oui, en effet. Donc c'est grâce à elle qu'on a pu venir, je lui dois beaucoup de choses à cette personne. Et puis après, ton regard, ton première fois que tu débarques ici, c'est quoi? Je veux dire que c'est très beau, je suis tombé amoureux du Valais, après dire ça c'est un peu basique. Si je dois être plus pertinent et au fur et à mesure des temps, je dirais que j'aime beaucoup la manière dont c'est organisé. Les choses sont faites, elles sont souvent faites comme ça, on n'aime pas trop changer. Le point négatif c'est que je dirais on vit moins que la vie que j'avais au Liban, les personnes vivent moins. Au niveau de l'intensité ou bien? Oui, l'intensité. Mais personnellement, j'aime bien. J'aime bien quand c'est calme, ouais. Oui. Et puis, ta langue maternelle, c'est le français? Français et arabe. Ok, tu es un bilingue, tu parles complètement l'arabe? Oui, complètement. En fait, l'arabe que je parle, c'est le dialecte. En soi, l'arabe bien parlé, l'arabe bien écrit, non, je maîtrise plus en français. Puis alors, le passage, parce que donc, tu dis 2 ans et demi, ça veut dire que tu rentres directement au collège. Le passage au niveau formation-éducation, est-ce qu'il a été évident, difficile, avec des changements, des adaptations nécessaires ou... J'ai eu une classe qui a été super accueillante, ça c'est super sympa. J'ai été assez vite intégré. Ce qui était difficile, c'est le saut système français, système suisse, où c'est bien plus dur ici. J'ai dû travailler au début, mais j'ai assez vite rattrapé. Au niveau des, par exemple, il y a des branches spécifiques où tu te dis le fossé, ou je sais pas, le différentiel était... Juste les mathématiques, déjà, oui. En fait, tout. Les mathématiques, le français c'est un peu évident. L'allemand, je l'avais jamais fait d'allemand. Soit un peu tout, ouais. Donc tu n'as jamais fait l'allemand, mais tu as pu coller, parce que là, tu rentres avec des élèves qui ont fait 5-6 ans d'allemand avant, etc. Donc sans bagage germanique, ça donne quoi? Ça donne pas grand chose. En fait, je ne me suis pas vraiment investi dans l'allemand, vu que j'étais un peu bon partout ailleurs. Je me suis un peu investi au début en allemand, ce qui fait que j'ai assez rattrapé. La première année où j'étais là, j'ai eu 4,5 de moyenne en allemand. Non, 3,5, waouh. 3,5 de moyenne en allemand. Et puis, au fur et à mesure, j'ai un peu lâché. Ça va. Ouais. Comme des valaisans romans peuvent lâcher l'allemand. Hein. Oui, c'est pas une spécificité libanaise. Hein. Non, là, je me reconnais déjà, je vais pas dire. Cela dit, alors à un moment donné, tu as décidé, je ne sais pas si ça s'est fait immédiatement ou bien pas,
d'entrer dans la troupe de théâtre dirigée par Stéphane Albenda. Oui. Alors, comment ça s'est fait? Pour toi, c'était une évidence? Le premier contact, finalement, que tu as eu avec l'existence de cette troupe, parce que l'élève qui en première année connaît ça, etc., et rentre dans ce circuit. Et toi, comment ça s'est fait? Mais finalement, un peu comme l'élève de première année, j'ai vu le théâtre, j'avais des amis qui faisaient du théâtre. J'ai vu... Ça t'a botté? Oui, c'était trop beau, Ouais. ils sont trop forts. Ouais. Et je suis quelqu'un qui aime bien, de manière générale, m'exprimer. Ouais. Ça ne me dérange pas du tout d'être face à un public. Donc, ouais. Plus quelques amis qui m'ont dit hey, tu devrais et tout. Ouais. Donc je suis juste allé parler à ça. Et puis alors là, je t'ai vu la première fois aux côtés de Anthony Crété, qui probablement va venir sur son canapé. Je me réjouis également. Mais comment tu as abordé ce bourgeois gentilhomme? On parle du bourgeois gentilhomme. Tu as lu la pièce au départ ou bien tu t'es simplement intégré aux scènes mises en place par Stéphane Albenda? Quand il s'agit de théâtre, personnellement, je préfère regarder. Je ne sais pas si maintenant je le refais de la même manière. Vu que j'avais jamais, c'était ma première année où je faisais du théâtre. Du coup, j'ai regardé Le Bourgeois gentilhomme. Ça veut dire que tu as pris YouTube, un truc comme ça? Oui. Voilà. Le problème avec ça, c'est que ça donne directement une interprétation de la pièce qui n'est pas forcément correcte, ou celle que, par exemple, ici en l'occurrence, Stéphane Albenda cherchait à mettre en scène. Donc, ça a été un peu difficile de casser cette interprétation que j'avais dès le départ, mais ça s'est fait au fur et à mesure. Tu as choisi délibérément d'opter pour la vision et pas pour la lecture? Oui. Je préfère regarder le théâtre. Tu dirais quoi? Je le regarde parce que j'ai joué la pièce et parce que je devais la jouer. C'est-à-dire que là, si je devrais rejouer dans une pièce, peut-être que je lirai d'abord, je me ferai une idée, puis après je regarderai des interprétations pour, je sais pas, inspiration. Donc tu vois cette pièce, etc., tu la vois. Puis après, tu vois travailler Stéphane Albenda, qui m'a promis aussi de venir ici, mais pour le moment, il n'a pas encore tenu ses promesses. Comme je sais qu'il va regarder l'émission, peut-être ça lui rappellera. Non, très sérieusement, donc, c'est tout à fait différent de ce que tu as pu voir. Je ne sais pas laquelle tu as vu, etc. Qu'est-ce que tu t'es dit au fur et à mesure qu'il y avait des indications scéniques qui t'étaient données, etc. Sur tout ce qui se passait entre vous, finalement? En soi, c'est aussi différent parce qu'on se connaît tous, les liens sont beaucoup plus forts. Aussi, la manière dont il met en scène, mais comme il l'a annoncé, c'est un peu punk, c'est un peu funk. Et parce qu'il vous fait un petit topo au départ, ou bien? Oui, il explique un peu. Et c'est. En fait, voir toute la pièce se monter une pièce après l'autre, au départ, on s'en rend pas compte, mais quand on voit le résultat final, on se rend compte de intensité. Vraiment, est-ce que parce que franchement, j'ai eu la chance de voir cette pièce, franchement, on se dit à la fin, waouh, on aimerait appartenir à une troupe comme ça, qui a fait ce truc. C'était vraiment fantastiquement joyeux, puis avec tout le monde qui était investi, puis on avait le sentiment aussi que tous ces gens qui étaient là-dedans, finalement, il y avait une entente, je sais pas, une trentaine de personnes, avec tous les musiciens, tout le monde, etc. Ce groupe qui est quand même très très important dans le théâtre, comme dans une équipe de foot. Hein. On dit Stéphane Albenda, il met bien le foot comme moi, mais on sait que l'importance du groupe, c'est important. C'est pas simplement magnifique Anthony Crété qui fait la pièce, c'est tout un ensemble de comédiens. Je suis d'accord. Tout le monde était investi. De plus, il y avait l'ambiance générale qui faisait qu'on se poussait quand il y avait des gens qui avaient un peu des moments difficiles. Cette année, ça a été. Mais on était toujours là. Tu es toujours allé avec plaisir aux répétitions et ça? Oui. T'as ressenti la même chose chez les autres? Je pense, oui. En plus, on n'était pas forcé de venir en soi. On s'était engagé et tout le monde a tenu sa parole. Quand, évidemment, qu'il y a des fois, j'avais autre chose de prévu, j'ai pas pu venir aux entretiens, et puis, aux entraînements, aux répétitions, et puis c'est pas si grave. Juste, on est tous là et puis on y va à fond. Alors, dis-nous quel personnage tu jouais aux côtés du bourgeois gentilhomme? Je jouais Coviel. C'est un valet qui met un peu en place la fourberie. Assez drôle, assez malin. Oui. J'aime bien. Je trouve que ça correspond un peu à ma personne. Je ne suis pas fourbe. Ça correspond à ma personne plus dans la joie, dans le dynamisme du personnage. Et ça m'a. Ouais. Je pense qu'il a très bien choisi. Et puis comment ça a été reçu par toi, acteur? Parce qu'on peut dire les fabuleux applaudissements du public, parce que les gens ils ont adoré ça, etc. Comment on ressent une fierté interne, une joie de communiquer quelque chose de spécial ou bien? Je pense que c'est une grande joie du fait de l'aboutissement. Parce que en soi, c'est beaucoup de travail. Oui, beaucoup de travail.
Et le fait que tout marche tous ensemble, il y a aussi de la fierté par rapport, pas que à moi et à ce que j'ai fait, mais aussi de la fierté, oui, par rapport par exemple, je pense à Antoine qui est le personnage dont je suis le valet, Cléonte. Et j'étais fier de lui autant que j'étais fier de moi, parce que c'était un peu un duo, on a tout fait, on dirait, ensemble, tout le groupe, et c'était... Oui. Et puis, est-ce que vous avez joué, je ne sais pas, une dizaine de fois, je ne sais pas combien, un certain nombre de fois, etc. Est-ce que tu te dis, ouais, là j'étais meilleur, là j'étais moins bon dans ce truc? Non, oui, mais c'est des petits détails. Si on voit sur scène, on ne voit même pas. Mais oui, il y a des jours, je vais dire, je suis un peu moins content que ce que j'ai fait. Oui. Mais j'étais. Et puis alors, peut-être, ton regard sur Anthony Crétet, le tien. Moi, personnellement. Donc Anthony Crétin, waouh, il sourira de ce lapsus. Je pense. Anthony Crétet, il joue donc Monsieur Jourdain, le bourgeois gentilhomme, d'une façon absolument incroyable. Et comment vous le recevez au fur et à mesure que vous le voyez dans les répétitions, les développements, les trouvailles, etc. Comment ça se passe tout ça? C'est vraiment un génie. Je le connais un peu plus personnellement, Anthony. Pas au début, mais au fur et à mesure. Par exemple, avec la troupe d'état, j'ai appris à le connaître. Et vraiment, c'est incroyable comme il est drôle. Non, mais je vais dire ici qu'il vient d'utiliser le mot génie. J'ai envie de dire que William Matta, il ne se trompe pas. Et l'avenir nous le dira, on verra. Des fois, je me trompe. Non, mais vraiment, c'est abusé. Juste pendant les répétitions, ça pop, ça apparaît juste d'un coup, et puis tout le monde est en fou rire parce que juste il a fait un truc. C'est abusé. Mon premier grand souvenir d'Anthony, c'était son travail de maturité en l'occurrence. Qui avait sur quoi? Il a fait un one-man show. Il a écrit une. D'accord. Et du coup, il l'a présenté devant une partie du collège, ceux qui voulaient venir. Et je pense que j'ai passé 15 minutes en fou rire complet. C'était vraiment, il est drôle, mais genre premier degré. J'ai trop aimé. Ouais. Et puis dans le bourgeois gentilhomme, je veux dire. Il est extrêmement talentueux, ça, il n'y a pas besoin de le dire. Il est trop fort. Il amène au personnage aussi. Et puis on sent un plaisir d'être là où il est. Mais c'est quand même ça qui fait la différence. C'est sa passion aussi. Oui. Ouais, c'est sa passion. Oui. Et puis alors, si je t'ai fait venir ici, c'est parce que je pensais obtenir des filles, je crois 3 filles qui avaient fait d'excellents travaux de maturité sur notamment la désobéissance civile, un magnifique travail, sur le courage, et puis sur Céline, et puis également en couture, je crois quelqu'un, etc. Voilà. Mais finalement, alors j'ai appris, enfin j'ai connu, et on va dire j'ai presque anticipé, parce que le sujet me paraissait vraiment bien, que le prix de maturité, du travail de maturité du lycée-collège de Sion, c'est William Matta. Alors je sais que tu as dû présenter devant les parents, l'association des parents, enfin le jury en quelque sorte, ce travail, en quelques minutes, etc. Alors tu vas nous dire le titre du travail, et puis peut-être tu vas regarder la caméra et expliquer, parce que je pense que ça en vaut la peine. Alors, le titre du travail de maturité, c'était « Construction d'une turbine hydroélectrique ». Je suis allé voir un professeur et je lui ai proposé cette idée. Je lui ai dit, je veux construire une turbine hydroélectrique. Il m'a un peu pris pour un fou au début parce que je m'étais lancé dans... J'avais beaucoup d'ambition au départ. Alors, les conditions, c'était construire une turbine hydroélectrique en matériaux recyclés, que des matériaux recyclés. Et j'envisageais d'alimenter un petit chauffage, un grille-pain. Or, ça consomme beaucoup d'énergie, ce que je ne savais pas. Je pensais que c'était beaucoup moins. Il m'a dit, quand je disais entièrement recyclé... On peut citer peut-être le professeur, le nom du professeur. Monsieur Daniel Bayer. Ok. Immense merci à ce professeur, il a été un soutien durant tout le long du truc, du travail de maturité. Je pensais vraiment que ça allait être facile au début. Et puis plus je me lance, puis j'essaie de chercher des matériaux dans des bennes en fait, plus je me rends compte à quel point oui j'étais fou, oui c'était dur, oui il fallait y mettre du travail alors que je pensais que ça allait être facile. Et, alors comment tu as présenté ça, parce que finalement vous aviez très peu de temps pour faire, il fallait synthétiser, etc. Comment on synthétise ce travail de longue haleine? On avait 5-6 minutes. Là, on a encore en tout cas 5 ou 6 minutes. Alors, on avait 5-6 minutes pour là, tu n'es pas préparé, mais je sais que tu as en tête ce que tu as fait. Alors, pour tout faire, ça va être compliqué. Mais vu que c'est plus un concours, je veux dire, rhétorique, en soi, tous les thèmes étaient excellents,
C'était plus un concours comment présenter à des gens qui ne s'y connaissent pas forcément un travail de maturité qui peut être complexe, comment le rendre intéressant. Et du coup, j'ai opté pour l'humour, où j'ai aussi misé sur tous les problèmes que j'ai pu affronter, auxquels j'étais confronté durant la construction de la turbine, avec la phrase fétiche « T'inquiète, ça passe », qui était vraiment la phrase qui décrit mon travail de maturité. Il y a un problème, ça va aller, on bidouille, on met du scotch et puis voilà, on verra bien. Et j'ai misé sur ça, on va dire. Mais donc, pratiquement, elle existe. Tu as construit la turbine. Quelle grandeur, c'est quel volume? C'est une petite turbine. C'était aussi une des conditions du travail de maturité. Je voulais une turbine qui puisse être transportable à la main. D'accord. Elle fait à peu près... c'est un beau carré. C'est un beau rectangle. Et qui pourrait être utilisé comment alors? Alors, cette version, pas comment j'avais imaginé la chose, dans un coffre de voiture, on la sort, par exemple, on a besoin d'électricité, de charger son téléphone, hop là, une petite rivière, on la pose. En soi, ça marche, même avec ma turbine, mais c'est pas vraiment pratique, un panneau solaire ferait mieux la peine. Mais c'est plus dans l'idée de la construire. Non, ce que j'ai tiré vraiment du travail de maturité, c'est pas le modèle de la turbine en soi, ce que j'ai créé, mais tout ce que ça m'a appris sur les turbines en général. D'ailleurs, du coup, je construis maintenant des turbines plus grandes, plus, on va dire, vraies, où c'est censé alimenter plus qu'une lampe au Liban, dans mon village. Parce que l'idée, c'était quand même ça, ce que je trouvais très chouette dans la présentation qu'on m'a faite, avant même à la fin, la première, c'est de se dire, moi je viens du Liban et peut-être que j'ai envie d'amener quelque chose de l'ordre de la turbine dans un petit village du Liban, c'est ça? Évidemment. Alors ça, c'était pas l'idée de base du TM. C'est venu au fur et à mesure. En soi, ça a toujours été là, le fait de vouloir construire des turbines au Liban, de vouloir, on va dire, créer de l'électricité propre dans un pays où l'électricité c'est un problème et où toute l'électricité qu'on produit, c'est des gaz fossiles, c'est du mazout brûlé. Donc il y avait ça et je me suis dit que ça pourrait être une manière de le faire, de me lancer dans ce projet. C'est peut-être déjà apprendre ce que c'est une turbine mieux avec mon travail de maturité. Quand tu penses maintenant au Liban, t'es retourné depuis que t'es venu? Oui, plein de fois. Je voyage demain. Ah d'accord. Oui. Donc là, tu te sens totalement libanais, tu vas faire des allers-retours avec l'Europe. Totalement. Comment tu te vois, disons, est-ce qu'on voit loin dans la peau de William Matta ou bien pas? J'ai des rêves, j'ai beaucoup de rêves. Très ambitieux, c'est comme je disais avant, je pense qu'il faut toujours... Mais avec le Liban dans le Liban, pas que, vraiment plus global. Je pense que mon point de départ, ça va être le Liban. Parce que c'est d'où je viens, j'ai des contacts, ça reste chez moi aussi, même si là, la Suisse devient aussi un chez moi. Je commence à voir de chez moi. Ça reste un chez moi assez important, c'est un pays que j'aime, et j'ai envie de faire du bien à ce pays, aux habitants de ce pays qui souffrent. Comment tu expliques... J'ai eu pas mal de clients libanais, etc. Et tous ceux, ils ont un bon rapport avec la Suisse immédiat. C'est comme le Libanais, de manière générale, ils se sentent bien ici, il est content d'y retourner, etc. C'est une question de mentalité ou bien comment? Je pense que ça se ressent beaucoup. En tout cas, dans le milieu où j'ai grandi, ça se ressent beaucoup, le Liban et la Suisse. Dans les valeurs, même dans les paysages. Soit on a aussi des très belles montagnes du Liban, pas aussi belles que celles du Valais, mais aussi des très belles montagnes. On disait que le Liban était la Suisse de l'Orient. Voilà, tout à fait. Oui. Bon, ça c'était peut-être aussi pour l'argent. Mais oui, je dirais dans les valeurs. Et au niveau religion, tu viens d'une famille catholique? Chrétienne maronite, c'est la branche du catholicisme. D'accord, ça c'était... et alors, comment tu vois, toi, en tant que jeune homme, jeune adolescent, cette manière... où le Liban est tombé dans ces conflits politiques, on va dire, dramatiques, etc., avec une impossibilité en quelque sorte d'avoir une culture politique stable à cause de tous ces événements. Je ne sais pas si vous connaissez l'écrivain Wajdi Mawood, qui fait des scènes de théâtre. Il écrit quelque chose. Magnifique. Alors lui, il parle de la... Maintenant, alors lui, il parle de la radicalité de la nuance. Oui, justement. En fait, il dit quelque chose qui est plutôt vrai. On grandit dans la haine de l'autre, depuis tout petit. Personnellement, pas. Mes parents ont été souvent
il propageait de l'amour. Mais de manière générale, on peut voir cette haine de l'autre, cette peur de l'autre. En fait, c'est un pays très petit qui contient beaucoup d'ethnies. Il y a 18 ethnies au Liban. Et je ne sais pas comment c'est fait, mais ce qui est vrai, c'est que on fait partie d'une religion. C'est un peu comme un groupe social qui ne peut pas être mis en question. En soi, c'est une sorte d'idéologie. Mais 18 idéologies dans un petit pays, ben, ça crée des conflits. Ouais. Et puis alors, c'est quoi ton regard alors sur ce rôle qui est joué au sud Liban par rapport à Israël et au mouvement terroriste? Est-ce que tu es devenu suisse en disant je lève le drapeau, je dirais pas du neutre, soyons neutres, le drapeau du neutre quand il y a des discussions qui interviennent, puisque tu es automatiquement impliqué là-dedans, nous sommes tous d'ailleurs. Neutre, pas. D'accord. Neutre, c'est trop. Je pense que c'est terrible dans tous les cas, en fait. C'est la merde, point. Je sais pas si... Est-ce que tu te dis à 20 ans, est-ce que tu te dis à 20 ans quand même, parce que nous tous, on a passé 75 ans où il n'y a pratiquement rien qui a été résolu depuis le départ. Est-ce que tu te dis, non, d'une pipe, quand j'aurai 60 ans, ça peut être la même chose, ou tu te dis, non, nous, notre génération, on a peut-être compris quelque chose de plus que la nôtre, et puis que peut-être, il y a quelque chose qui va se déclencher, je ne sais comment, mais je vais faire le nécessaire. J'ai espoir que ça va changer. Je pense que je pourrais peut-être un jour y contribuer. Ça dépend. Dépend où la vie nous mène. Après, c'est très compliqué comme situation. En fait, c'est vraiment, il y a une injustice d'une terre volée, et c'est un sentiment qui grandit encore chez les enfants palestiniens. Ils ont tous grandi dans la haine de l'Israélien qui est venu et qui a chassé le Palestinien de sa terre, de sa maison, et qui s'est installé à la place. Il y aura toujours cette haine grandissante, et ça va être dur à enlever. Comment on compense ça? Parce qu'on comprend légitimement ça. Comment, quand tu es autour d'une table, à boire des verres de coca, ici on est dans un pays tranquille, et il y a quelqu'un qui te dit, bon d'accord, mais non d'une pipe, pendant je ne sais pas combien d'années, on a 800 roquettes qui tombent par jour, au bout d'un moment, moi aussi, petit enfant juif, israélien, je ne suis peut-être pas trop d'accord que ça se passe comme ça. Et il y a cette incompréhension, enfin, je ne sais pas comment, il faut faire très attention d'utiliser des bons mots dans des cas comme ça, mais tu réagis comment quand, de manière exactement à l'opposé de ce que tu dis ici, tu as une personne qui invoque le contre-argument là. Comment tu réagis, toi? Ben, c'est aussi compréhensible en soi. Les centaines de personnes qui sont mortes dans l'attentat, parce que c'était un attentat, ce qui s'est passé, ce qui a été fait par le Hamas, évidemment que leurs familles sont des victimes, et évidemment que c'est terrible pour eux aussi. Vraiment, il n'y a pas de gentil ou de méchant dans la guerre, c'est juste une situation super compliquée. Là, je dirais que ça fait trop, ils abusent, mais ouais. Voilà. Je sais pas. De toute façon, en général, non, j'aime pas parler. Puis alors, voilà. Non, j'ai un peu insisté parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui doit tenir à cœur aussi. Oui, qui doit tenir à cœur tous les êtres humains, etc. Et voilà. Cela dit, maintenant, comment on choisit son futur après avoir exercé sa maturité, enfin l'avoir obtenu, etc. Est-ce que tu as déjà choisi? Quand ça s'est passé ce choix, etc. Alors, tu t'es inscrit à l'UNI ou bien? Oui, voilà. En EPFL, électrique, électronique. Donc là, on est... Ça, c'est la suite logique de la turbine. Ce que j'ai fait, la turbine. D'accord. L'autre suite logique de la turbine. Et au niveau du cursus, parce qu'il y a beaucoup de cursus à l'EPFL, là, tu dirais quoi? Ingénieur? Oui, c'est un bachelor, ingénieur, génie électrique, électronique. Et puis ensuite, ça va se développer sûrement en master. D'accord. On verra bien. D'accord. Tu te réjouis ou bien comment tu vois ces études? Oui. En vrai, ça fait un peu peur parce qu'il faut travailler et tout. Mais genre, les gens disent. Mais en soi, je suis assez confiant. Tu te dis que le bagage que tu as obtenu au lycée Collège des Creusets en Valais, il va quand même te permettre d'aborder ça de manière positive. Je suis très confiant. Je pense que j'ai un plutôt bon bagage. En plus, la physique, les maths, j'aime ça. Donc en vrai, je suis confiant. Ouais. Et puis, est-ce que dans les activités annexes, tu vas conserver un peu de théâtre, ou bien tu te dis non, j'ai eu ce truc en maturité, et puis après il y a tellement de travail
que ma foi, ça va être autre chose. Peut-être un jour, on ne sait jamais rien. Là, c'est pas dans les projets super futurs. Je pense que là, actuellement, j'ai d'autres rêves, d'autres priorités que j'ai envie de mettre en vigueur, d'appliquer, d'investir du temps là-dedans. Et le théâtre, en soi, c'était une superbe expérience, j'ai trop aimé. Est-ce que je réinvestirai le temps à nouveau? Je sais pas. Peut-être plus tard. Là, actuellement, pas. Mais tu regrettes pas de l'avoir fait non, au niveau de la troupe, pas, absolument pas. Non, c'est une expérience à faire, j'ai tellement aimé, c'était trop bien. Juste, est-ce que j'en referai un autre? Peut-être pas maintenant. Voilà. Et est-ce que les liens avec une classe de Matu sont marqués d'avoir fait ce parcours de 3 ans? Toi, c'est 3 ans en fait avec cette classe. Est-ce que tu te dis que ces 20 personnes que tu as côtoyées, très probablement, tu vas les revoir plus tard? Ou bien comme beaucoup, la vie... je pense qu'il y aura des deux. Ouais. En soi, vraiment, comme j'ai dit, j'avais une classe très accueillante et je me suis très vite intégré. Je me suis fait des amis très proches, des gens en qui j'ai confiance, vraiment. Je pense que je vais garder lien avec eux. Pas tous, sûrement qu'il y a quelques personnes, on se croisera peut-être dans 10 ans. Ah, mais waouh, ça fait tellement longtemps. Mais je suis aussi sûr qu'il y en a plein que je vais revoir dès que je reviens du Liban dans 2 mois, que je vais recroiser à l'université. On va rester amis. Et puis, c'est des liens très forts. Quand on passe à travers ce système scolaire étudiant, il y a quand même des professeurs qui nous marquent. Est-ce que tu pourrais dire que quelqu'un au Liban qui t'a marqué, et dans quelle branche et pourquoi, et quel type de personne c'était, qui te permet de te dire non, ce gars-là ou cette femme-là m'a apporté quelque chose qui fait que je suis différent? Il y en a tellement. Alors le premier professeur à qui je pense, c'est un professeur qui s'appelait Alain Lini, qui était un prof de physique. D'accord. En soi, c'est lui qui m'a fait aimer la physique. Donc ça, c'est déjà très important. C'est très très important. Il a vraiment marqué où j'allais dans ma vie. Je ne sais pas ce qu'il avait de particulier, ce prof. En soi, il était drôle. Et on sentait qu'il y avait un amour de la physique. Il expliquait tout très vite. C'est pas la passion de sa branche et de l'enseignement qui fait que tu branches dessus après ou bien? Sûrement, peut-être, oui. En soi, il était face à des classes compliquées au Liban. On était beaucoup plus virulent, beaucoup plus turbulent dans ma classe en l'occurrence. Et il avait une manière de gérer ça que je trouvais assez drôle, assez apaisé. En soi, c'était pas très grave si on faisait la même. Et quand tu avais 10-12 ans, tu tentais des petites expériences d'électricité ou bien pas? J'aime bien à des gens plus âgés leur poser la question et puis ils se remémorent leurs 14 ans ou leurs 12 ans. Est-ce que toi déjà maintenant tu te vois faire des petits tests électriques? Alors oui, mais c'était pas très très bon. J'essayais des petits trucs, mais ça n'a jamais vraiment abouti à quelque chose. Et puis ici, en Suisse, il y a quelqu'un qui t'a marqué un peu plus que les autres dans la manière d'enseigner ou ce qu'il a pu t'apporter? C'est aussi un prof de physique. En fait, il y a beaucoup de profs très bons en Suisse. Il y a tellement de profs qui m'ont marqué. J'hésite entre 2 noms. Tu peux donner les deux. Hein, Colère. Je pense qu'il le mérite. Colère. Monsieur Colère, Alain aussi. Et Monsieur Yannick Dibold. Je dirais ces 2 profs, parce que les 2 avaient également une joie et une passion d'enseignement. Un humour, j'aime beaucoup quand il y a de l'humour. Ça fait vivre la classe? Ça fait vivre la classe, ça rend le cours intéressant, ça donne envie d'apprendre, envie d'approfondir. Yannick Dibold était aussi très branché écologie, donc je pense que j'ai pas mal gardé de lui, qui m'a vraiment plus encore fait prendre conscience de la grande crise dans laquelle on est, dans toute la merde, mais que c'est aussi possible de sortir de là, qu'il y a des moyens, qu'il y a des pistes d'amélioration, qu'on n'est pas juste paumé et puis il n'y a rien à faire. Aussi symbole d'espoir du coup. Et puis Alain Colère, je sais pas pourquoi. c'est comme Monsieur Barlini, c'est passionné par la physique, passionné par ce qu'il enseigne, qui m'a encore plus fait aimer la physique. Est-ce que la cause, enfin c'est comme la poule et l'œuf, est-ce que la cause c'est la branche ou le prof? Je sais pas, c'est intéressant. Je pense que les deux. Je pense que si en physique j'avais eu des profs moins intéressants, j'aurais pas aimé. Puisque j'ai vraiment besoin d'être stimulé,
il faut qu'on me donne envie d'apprendre. Et puis, ce travail de maturité des dernières semaines demande un peu plus de travail, d'intensité, etc. Est-ce que tu l'as travaillé en groupe ou individuellement? C'est complexe à dire. En soi, individuellement, mais j'ai reçu de l'aide de beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des gens qui travaillent en groupe, 4-5, dans une même pièce, non, dans un même lieu, etc. Non, pas comme ça. Par Non. contre, j'ai reçu beaucoup d'aide, je pense à Monsieur D'Alessio, Rino D'Alessio. C'est un garagiste qui m'a aidé à souder mon TM. Ah, ça c'est pour le travail de maturité. Oui, qui m'a tout appris. Ouais. Non, c'était plus individuel. L'activité étudiante, c'est très individuel. Non. Non. Non, mais pas. Tu la vois collectif aussi. Oui. Je ne peux pas travailler seul, je n'aime pas. Quand je travaille, c'est souvent avec un ami à moi qui s'appelle Théo. On travaille tout le temps. Genre, je le force un peu à travailler parce que lui, il préfère travailler seul, mais moi, j'ai vraiment besoin de quelqu'un. Je sais pas pourquoi. J'aime travailler en groupe. Et je reviens au théâtre. Avec le professorat, est-ce qu'on peut dire aussi qu'il faut un type de personnalité pour grouper tout cela comme l'est Stéphane Albelda? Est-ce que c'est ça qui peut faire la différence aussi au niveau du fonctionnement groupal? Oui, alors oui, certainement. Tout le monde ne peut pas faire le travail incroyable qu'il a fait. Il y a une très bonne vue d'ensemble, mais je pense que c'est aussi un travail des acteurs. En soi, on est tous amis pour de vrai. Il n'y a pas eu forcément besoin je pense, d'investissement de la part du metteur en scène pour qu'il y ait un groupe bien formé. Genre, en soi, on s'aime tous. Et donc, ouais. Je pense pas que c'était nécessaire, mais il faut. Mais je pense que le succès il vient aussi de ce sentiment du spectateur que tout le monde joue une même partition. Oui, c'est un peu comme quand on entend un grand orchestre, on se dit que même le petit qui joue un petit air c'est ça, parce que même les petits rôles à un moment donné peuvent créer une tension ou quelque chose d'important. Et puis la musique, est-ce que vous avez participé ou c'était un truc à part là? Parce que celui qui vient de l'extérieur et qui ne connaît pas le bourgeois gentilhomme, il voit qu'il y a eu du travail de création musicale incroyable. Il y a eu beaucoup de travail de coordination entre acteurs et musiciens. En soi, ils ont tout travaillé seuls d'abord, et puis bien sûr, on a tout embriqué ensemble. Mais on a aussi créé beaucoup de liens avec la troupe de musique. C'était moins, avec le groupe de musique, c'était moins fort, puisqu'on les a moins vus en soi. Mais à la fin, on était sortis ensemble et tout, c'était très bien. C'était vraiment cool. Ouais. Et est-ce que tu es déjà allé voir un spectacle de Anthony Crété, personne tout seul, faisant son one-man show? Alors, les 15 minutes en l'occurrence. En entier, je sais pas s'il en a fait. Peut-être qu'il en a fait et que j'ai pas vu. Des participations avant, je crois. Et puis les TikTok, est-ce que tu suis un peu? J'ai delete TikTok. Non. Car en fait, j'ai delete tous mes réseaux sociaux. D'accord. Parce que j'étais trop addict. Ah, c'est vrai, ouais. Je passais beaucoup trop de temps. Une fois, j'ai vu que je passais vraiment beaucoup de temps, j'ai tout supprimé. Donc là, j'ai plus rien, ça fait 2 ans, je pense. Et est-ce qu'on est armé à 20 ans pour affronter rapidement et éventuellement un gros succès? Et que faire pour que ça ne bouffe pas le cerveau trop fort? Alors, j'ai jamais été face à ça. Je pense pas l'être bientôt. Pour Anthony, waouh. Ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est le regard des gens souvent qui fait qu'on prend la grande tête, la grosse tête, qu'on n'est plus vraiment qui on était. Et je pense, pour s'armer face à ça, il faut une famille, des amis proches. En fait, il faut une base qui ramène dans la vraie vie. Être ancré dans de vraies racines. Oui, qui rappelle ce qu'on était, ce qu'on est, au final, encore toujours vraiment, je pense. Après, je sais pas, j'ai jamais... Et puis, je reviens un tout petit moment sur le Liban. Quand tu repars au Liban, et les gens savent que tu es en Suisse, etc., est-ce qu'ils te posent des questions sur la Suisse, sur ta vie, oui. Leur imaginaire de l'Helvétie, c'est quoi? C'est un peu comme l'imaginaire un peu cliché de tout le monde. Chocolat, vache, argent. Voilà, je dirais ça. Gentil aussi. Gentillesse. Ouais, gentillesse. Oui. Mais le Libanais aussi, il est bienveillant, non? Oui, aussi. Oui, c'est super cool. En soi, là aussi, avec la crise
avec la crise économique et tout, on voit beaucoup, tout le monde voit un peu l'Europe comme un havre de paix. Alors que là, actuellement, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui se passe, justement en France, du coup, comme vous allez pour le livre. Puis alors, pour conclure, est-ce que tu aurais un morceau de musique qui te botte que je pourrais mettre à la suite de cette interview, toute musique confondue? Toute musique, ok, alors je vais mettre du rap. Du rap? Qui pour moi, c'est vraiment de la poésie. Quand j'écoute du rap, c'est pour les paroles. Je trouve que c'est beau. Alors, quel morceau? Du Nekfeu. Nekfeu. Maintenant, il faut choisir. Voilà. Il y en a tellement. Je dirais Ciel Noir. Ciel Noir. Ciel Noir. Voilà, ça j'ai écouté, alors on va le remettre. Parfait. Et puis alors, comment on dit en arabe merci pour ce moment, William? En libanais ou en arabe? En libanais, si tu veux. En libanais, on dirait merci. Merci. Et en arabe, on dirait shukran. Pour ce moment. La lahza. Ok. Alors, merci pour ce moment, William. Merci.